Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, merci pour votre fidélité à notre émission Parlons-en avec la CEDRAP. Alors, CEDRAP édite depuis plus de 35 ans des outils et des méthodes scolaires à destination des enseignants et de leurs élèves. Nous avons toujours œuvré pour répondre aux besoins et à leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé cette émission. Son objectif est de donner des éclairages, des réponses, partager des expériences autour d'un thème en relation avec le monde de l'éducation et de l'actualité, bien évidemment. Nous avons donc le privilège de rassembler des personnalités de grande qualité pour débattre, s'interroger ou donner des pistes de réponse et de réflexion autour d'un thème. Donc, Parlons-en avec CEDRAP est un rendez-vous mensuel d'échange et de partage que vous pouvez retrouver sur notre site cedrap.fr ou sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu déjà plusieurs débats. Aujourd'hui, la question du jour, peut-on apprendre avec un écran? Alors, de plus en plus connectés, les enfants comme les adultes d'ailleurs, à chaque instant, sont confrontés avec les écrans. Beaucoup se demandent quel sera l'avenir du numérique à l'école. Alors, il y a un siècle, en 1922, Thomas Edison a dit « Je suis persuadé que le film est voué à révolutionner notre système éducatif et que dans quelques années, il supplantera largement, si ce n'est complètement, l'usage des manuels scolaires. » C'était il y a 100 ans. Plus récemment, en 1984, alors c'est Seymour Papert, un professeur du MIT, créateur du langage de programmation Logo, disait « L'avenir n'existera plus, l'école n'existera plus à l'avenir. Je pense que l'ordinateur éradiquera l'école. » Alors 37 ans plus tard, aujourd'hui, nous en sommes là, avec effectivement une accélération qui était due notamment à la crise sanitaire. Donc, cette période de confinement a accéléré les usages du numérique, l'accès aux écrans de tous les élèves et de leur enseignement. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui ce thème, peut-on apprendre avec les écrans? Alors, pour en parler avec nous, trois invités. Alors, tout d'abord, bonjour, Ange Ansour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours? Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Ange Ansour, ancienne institutrice, de professeure des écoles et traductrice. Et j'ai cofondé S'Aventurer École de la Recherche avec François Tadilly au CRI en 2013 et que je continue à faire. On parlera plus tard des S'Aventuriers. Très bien. Philippe Watrelot, bonjour. Pourriez-vous vous présenter rapidement? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Moi, je suis présenté souvent comme enseignant et militant pédagogique. Enseignant, je le suis. Je suis professeur de sciences économiques et sociales depuis bientôt 40 ans. Je suis également formateur à l'INSPE de Paris et militant pédagogique. Je l'ai été en étant notamment président du CRAP, Cahier pédagogique, qui édite cette revue dont on reparlera peut-être. Voilà, et puis je suis assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Et ça me donne aussi un poste d'observation dont on reparlera peut-être tout à l'heure sur les pratiques. Et puis, si je peux me permettre, 10 secondes de publicité, je sors très bientôt un livre, donc le 16 août, voilà, je l'ai préparé à côté, qui s'appelle déjà « Je suis un pédagogiste ». Voilà, fin de la micro-minute de publicité. À la sortie, vous nous en ferez part, on fera en sorte de le faire savoir. Voilà. Bonjour André Tricot. Bonjour. Alors, je sais que de nombreux enseignants, bien sûr, vous connaissent et connaissent surtout vos ouvrages, votre travail. Mais en quelques mots, peut-être sur votre parcours, sur ce que vous faites. Bonjour, je suis actuellement professeur de psychologie cognitive à l'université Paul Valéry à Montpellier, où je viens d'arriver, donc après avoir passé 23 ans à former des enseignants dans l'Académie de Bretagne au départ, et puis dans l'Académie de Toulouse ensuite. Merci d'être parmi nous, à vous trois, sur ce thème donc, qui est très actuel, bien sûr, où beaucoup se posent des questions, beaucoup ont été confrontés un peu rapidement à l'usage du numérique, des écrans. Mais le thème, c'est vraiment comment apprendre. Et d'abord, on va essayer donc de rythmer ce thème-là en 3 temps. Donc, on s'est posé 3 questions. Sur ces 3 questions, déjà, on va essayer de faire un état des lieux des pratiques. Ensuite, on va essayer de débattre sur est-ce que ça change quelque chose à l'acte d'apprendre et à l'acte d'enseigner. En tout cas, beaucoup d'enseignants se sont posé la question et ont été confrontés à ça. Et peut-on former à l'enseignement à distance? Alors, dans un premier temps, peut-être, André, pourriez-vous nous faire un état des lieux sur les pratiques qui sont celles d'aujourd'hui?
Alors, actuellement, donc généralement, on distingue le premier degré et le second degré sur les pratiques numériques en classe, hein. En moyenne, on est, pour donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui autour de 35 à 38% d'enseignants qui déclarent utiliser avec leurs élèves, hein, je précise bien avec leurs élèves, les outils numériques en classe de façon régulière ou tous les jours. Et pour toujours donner notre grandeur, en 2013, on était à 24%. Vous voyez, donc aujourd'hui, on est à 37-38%. Donc voilà, aujourd'hui, on a dépassé le tiers des enseignants et ils sont plus nombreux dans le second degré que dans le premier degré. Après, ce qui est important quand on essaie de décrire les usages comme ça, des outils numériques dans la classe, c'est qu'on observe surtout un grand contraste entre les disciplines. Il y a des disciplines scolaires qui, bien entendu, depuis très longtemps, utilisent les outils numériques comme les mathématiques, avec la calculette, qui a beaucoup plus fait pour l'introduction numérique à l'école que Papert et ces délires totalisants que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, une autre discipline qui fait peu parler d'elle sur le numérique, mais qui est sans doute la plus grande utilisatrice d'outils numériques aujourd'hui, c'est l'enseignement des langues vivantes, avec de tout petits outils, des lecteurs MP3, donc rien de spectaculaire, rien d'impressionnant, mais des outils qui sont devenus, notamment pour les tâches de compréhension orale et dans une certaine mesure de production orale, des outils qui peuvent être utilisés très, très fréquemment. Donc, grande différence selon les disciplines, un contraste important entre le premier et le second degré. Si on parle des usages en classe avec les élèves, si on parle en revanche des usages à la maison, pour préparer les cours par exemple, les enseignants sont la catégorie socio-professionnelle la plus massivement équipée et le plus précocement. Parce que si on fait l'hypothèse que la plupart des humains sont rationnels, bien entendu, on utilise les outils à partir du moment où ils nous apportent quelque chose, plus que ce qu'ils nous coûtent. Et donc, bien entendu, les apports pour préparer les cours, se documenter, rechercher de l'information, construire des supports sont beaucoup plus directement évidents que les apports en classe. Et voilà, et pour finir, je crois que c'est là où on en est aujourd'hui, c'est même dans les utilisations en classe, même dans des disciplines différentes. Je crois qu'aujourd'hui, on regarde surtout des fonctions pédagogiques différentes. Vous voyez, j'ai parlé de la fonction préparer un cours, mais voilà, on va avoir des apports très différents, des usages très différents, selon qu'on veuille présenter de l'information aux élèves, faire des exercices aux élèves, faire créer les élèves, faire mémoriser les élèves, faire comprendre les élèves, évaluer les élèves. Et j'ai récemment écrit une revue de la littérature internationale où je passe en revue comme ça 24 fonctions pédagogiques différentes, directement liées au numérique, certaines avec de fortes plus-values pour les apprentissages et d'autres sans plus-value pour les apprentissages. Philippe, vous vouliez réagir à ce commentaire, enfin, ce point de départ? Oui, j'évoquais tout à l'heure les réseaux sociaux. Alors, il y a souvent les punchlines qui font qu'on like beaucoup. Une des punchlines qui m'a valu beaucoup de likes, de retweets, etc., c'était une blague où je disais j'ai commencé ma carrière avec les duplicateurs à alcool et je la finis en faisant de l'hybride asynchrone. Et ça résume d'une certaine manière quand même un peu l'évolution auquel on a été confronté. Et d'une certaine manière, j'aurais pas tenu ce discours, j'aurais pas dit cette phrase parce que les mots eux-mêmes n'existaient peut-être que dans quelques articles savants il y a 2 ans. Donc, en effet, la crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur, de cristallisateur d'un certain nombre de choses, de pratiques. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, tout le monde n'a pas réagi de la même manière, n'a pas été prêt de la même manière. Il y a certaines pratiques antérieures à la crise sanitaire qui, me semble-t-il, préparaient mieux
à ce qu'on a dû faire un petit peu dans l'urgence. Parce que aussi, ce qui est important, c'est un sentiment qu'il y a eu. On demande de faire un état des lieux des pratiques, mais on peut aussi faire un état des lieux de l'école finalement et du ressenti des enseignants. Ça a été quand même un sentiment un petit peu d'abandon, d'être livrés à eux-mêmes, même si on nous disait tout en haut, nous sommes prêts. Hein, et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas aussi vrai que ça, aussi vérifié que ça. Et donc, il y a eu, moi j'ai constaté sur les réseaux sociaux notamment des choses très intéressantes, hein, parce que on disait souvent que les enseignants étaient des individualistes, rétifs au changement, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des personnes qui, quasiment du jour au lendemain, ont été amenées à s'adapter, à trouver des solutions et à mutualiser. Hein, les enseignants individualistes, ils se sont mis à mutualiser, à échanger. Et les réseaux sociaux, qui sont souvent des lieux de déploration, ont aussi été, durant ces moments-là, des lieux de co-construction. Et ça, c'est quand même quelque chose que je voulais pointer. Alors, bon, après, moi, je le vois dans mon établissement, hein, je suis prof dans un lycée, et je l'ai lu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi quand même des petits loupés, c'est-à-dire que par exemple, un manque peut-être de coordination entre les enseignants. Hein. Moi, j'avais un de mes stagiaires, parce que je suis prof à l'INSPE en temps partagé, qui avait fait son mémoire l'an dernier là-dessus et qui avait fait une enquête auprès des élèves et où ça montrait qu'en moyenne, les élèves étaient confrontés durant leur semaine à au moins 5 supports différents, entre les plateformes, les applications d'exercice, etc. Et donc, ça peut aussi désorienter les élèves. Enfin, je termine rapidement, puisqu'on parle d'un état des lieux, il faudra qu'on en parle de toute façon aussi, c'est important. On a perdu des élèves. Il n'est pas, c'est une évidence que malheureusement, cette période a été aussi celle d'une accentuation d'inégalités qui préexistaient à la crise sanitaire, mais la question du numérique pose aussi la question du rapport à l'école. Ce n'est pas seulement une question d'équipement en matériel hein, qui est derrière, mais c'est aussi et d'abord avant tout une question du rapport à l'école. Et on a perdu des élèves. Moi, dans mes classes de l'an dernier et de cette année, j'ai perdu des élèves. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur le terme de l'état des lieux du numérique et je remercie André d'avoir dit qu'il y a au moins 24 usages pédagogiques. Mais je dirais que le mot numérique nous induit toujours dans une erreur de réflexion parce que il ne veut rien dire. Ce n'est pas un concept, c'est un composite. Il y a des technologies, il y a des pratiques, il y a des supports. Donc c'est déjà un premier constat. Je dirais que au niveau des représentations, la crise sanitaire a, disons, banalisé ce terme. Il y a eu toujours des discours de déploration, d'inertie, de promesses mirifiques du numérique, et on s'est rendu compte que c'est un support pédagogique au même titre, qu'il s'agisse d'un écran, qu'il s'agisse d'une tablette, d'un MP3, d'un ENT, que c'est un support pédagogique exactement vraiment au même lieu qu'un manuel, qu'un cahier, rien de plus, rien de moins. C'est les intentions pédagogiques qui l'animent, bien sûr la facilité d'accès matériel, et on s'est rendu compte également de la deuxième chose, d'une disparité entre le discours institutionnel, le discours du terrain et le discours familial. Parce que on entendait peu les discours familiales jusque-là, et là, il s'est imposé fortement avec beaucoup de disparités entre les trois ordres de discours. Si on voit les grandes enquêtes menées par l'équipe de Filippo Pirone et Romain Delès à l'Université de Bordeaux, par l'Université de Mons, que ce soit l'INAS ou l'Institut de formation des enseignants, il y a toujours ces trois ordres de discours qui ne convergent pas. C'est à interroger par la suite. Et troisième chose que je dirais, c'est par rapport à cet état des lieux, c'est banalisation, trois ordres de discours. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qui va en rester? Quels sont les effets à long terme? Je l'ignore. Quand on parle de 35 à 38% d'outils numériques, mais quels sont les outils numériques? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il s'agit d'un exerciceur? Est-ce qu'il s'agit de dépôt sur l'ENT d'un devoir? Est-ce qu'il s'agit de communication avec les parents? Est-ce qu'il s'agit de pratiques algorithmiques, informatiques? On n'en sait rien en fait. Et les grandes enquêtes, ce que tu disais André sur l'efficacité pédagogique, je pense aussi qu'on va retomber sur des composites en fonction de ce qu'il s'agit de premier degré, enseignants expérimentés, enseignants peu expérimentés. On va revenir à ça. Et l'OCDE a quand même
même publié une grande enquête dont les résultats intermédiaires ont été interprétés par les équipes de l'OCDE il y a quelques semaines et quelques jours même. Et Andreas Schleicher, par rapport à l'usage numérique, il n'a dit qu'une seule chose qui en ressort, c'est qu'on y a eu massivement recours. Pourquoi, comment, dans quelles conditions, on n'en sait pas. C'était une contrainte de situation, mais je pense que le seul effet qu'on en retiendra, enfin en tout cas selon Andreas Schleicher, à long terme, c'est que ça n'a montré que deux choses, c'est qu'on a besoin de former les enseignants, de les rendre plus autonomes. Donc numérique ou pas numérique, on revient à une récurrence, c'est récurrent, ça ne change pas ce qui est demandé. Investir davantage, je vous lis les résultats intermédiaires, et voilà, et il dit que la nouveauté, pour lui, la grande nouveauté, c'est les efforts significatifs déployés pour communiquer avec les parents. Je pense que ça, on l'oublie beaucoup. Et ça, c'était une grande première, si j'ose dire. Merci. Partout dans le monde, c'était pas qu'en France. Philippa? Oui, je voulais juste rajouter une chose. C'est sur l'image que l'on a du numérique. Il se trouve que, je suis passé à la télévision, au journal télévisé de France 2 le 16 mars 2020. Voilà, et puis ensuite, d'ailleurs, un an après, le 16 mars 2021. Et parce que donc, je faisais cours à distance à mes élèves. Et mon image a ensuite été reprise, mais un nombre incalculable de fois dans les journaux télévisés. Et pourquoi? Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est pas ma trombine qui est intéressante, mais c'est parce qu'en fait, il y a une prégnance de la vision du numérique comme la reproduction d'un cours magistral. En gros, un type qui blablate devant un écran avec des gens qui l'écoutent. Or, cette forme-là n'est qu'une forme parmi d'autres et peut-être, et même certainement pas, la plus efficace, on va y venir peut-être avec la deuxième partie de cette table ronde, certainement pas la plus efficace, notamment par exemple avec les plus petits, avec les enfants du primaire. À quoi ça sert de faire un cours où le prof parle et où les élèves écoutent en primaire? J'en suis pas sûr. Mais donc, il y a toujours malheureusement cette prégnance-là du cours magistral et donc cette idée, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de la transmission, qui est à mon avis une impasse. Merci, la transition, mais vous l'avez faite très bien. On peut passer effectivement au thème 2, même si c'est la continuité de ce que vous venez de dire. Est-ce que ça change quelque chose donc, à l'acte d'apprendre et à l'acte d'enseigner et qu'est-ce qu'on doit mettre en place en fait pour pouvoir avoir un enseignement correct, on va dire, sur la suite? Est-ce qu'il faut rester sur du magistral et qu'ont fait les enseignants? Alors, c'est vrai que sur l'état des lieux, on a peut-être un peu moins parlé aussi sur la disparité sur les équipements, parce que c'est vrai qu'on a parlé à la maison quand on était confiné, etc. Mais qu'est-ce qui va en rester quand on va retourner en classe? Les équipements, c'est vrai qu'à l'école primaire, par exemple, c'est un peu moins fort que ce qu'on peut avoir dans le secondaire, où il y a un peu plus de salles informatiques, et encore que. En tout cas, sur cette suite, est-ce qu'il y a des gros changements sur l'acte d'apprendre pour l'élève et à l'acte d'enseigner pour le maître ou pour le professeur qui est devant son écran? André, est-ce que vous avez déjà, vous, observé ou d'avoir des éléments en tout cas, sur cet acte d'apprendre? Alors, c'est difficile comme question parce que en fait, ça dépend de la définition de l'acte d'apprendre. Donc, si on dit que apprendre, c'est modifier les connaissances, ses connaissances, ses conduites, ses attitudes, ses comportements, mais ses connaissances. Modifier des connaissances, bien entendu, c'est pas du tout spécifiquement humain. Hein. Tous les animaux sont capables d'apprendre. Nous sommes des animaux comme les autres. Nous avons cette capacité à modifier nos connaissances et les principaux processus de modification des connaissances, que sont la compréhension, la conceptualisation, l'automatisation de certains gestes. Enfin, il y a des processus d'apprentissage et ces processus d'apprentissage, ils sont les mêmes il y a 10 000 ans et aujourd'hui. Hein. Ça n'a absolument pas changé. Donc, si on définit l'apprentissage au niveau des processus de modification de nos connaissances, l'échelle n'est pas la bonne. Hein. Là, il faudrait prendre sans doute
la différence qu'il y a entre un organisme unicellulaire et nous pour peut-être répondre à ce genre de questions. Après, si on prend une autre façon de parler des apprentissages, qui est qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves à l'école pour qu'ils apprennent? Quelle tâche, quelle activité on leur propose? Est-ce qu'on leur propose d'écouter un cours magistral? Est-ce qu'on leur propose de prendre des notes pendant qu'ils écoutent un cours magistral? Est-ce qu'on leur propose de préparer un exposé pour faire un cours magistral à la place du prof? Est-ce qu'on leur propose de résoudre des problèmes, de faire des exercices, de se lancer dans une enquête? Voilà. Donc ça, c'est les tâches d'apprentissage. Donc, ce n'est pas l'acte d'apprendre dans le sens modifier les connaissances, mais c'est l'acte de faire quelque chose pour apprendre. Okay? Et donc, à l'école, on peut toujours décrire les deux. Qu'est-ce que mes élèves vont apprendre et comment ils vont l'apprendre? Donc, si on s'intéresse aux tâches, je crois qu'on peut dire que effectivement, les outils numériques, de façon marginale, ont modifié certaines tâches d'apprentissage. Par exemple, quand on enseigne le français au collège, quand on enseigne les lettres modernes au collège, il y a une tâche qui est extrêmement fréquente, qui est la production écrite. Les élèves doivent écrire des textes. Écrire un texte avec un logiciel de traitement de texte, ce n'est pas exactement la même chose que écrire à la main. Et écrire un texte avec un logiciel de traitement de texte en étant 15 élèves qui écrivent en même temps le même texte, eh bien ça, avec le papier-crayon, c'est impossible à faire. L'organisation sociale est beaucoup trop complexe, l'organisation sociale et technique est beaucoup trop complexe, alors qu'avec un logiciel de traitement de texte collaboratif, c'est possible d'écrire à 15. Alors que papier-crayon, on pouvait faire écrire un texte à des élèves à 4, 5, mais ça allait très difficilement au-delà de 4, 5 élèves. J'ai pris cet exemple pour revenir sur ce que disait Ange tout à l'heure et qui est hyper important. C'est que là, je suis en train de parler d'un outil qui est le logiciel de traitement de texte que je compare avec un autre outil qui est le papier-crayon pour une tâche qui est la production écrite. Et on voit que dans l'enseignement de la langue française, de la production écrite, il y a des effets de ces logiciels de traitement de texte, de modification et d'enrichissement. Si je prends le même outil, le logiciel de traitement de texte, et que je m'intéresse à une autre tâche qui est la prise de notes, là, je vois plutôt des résultats qui vont à l'encontre du numérique. Pour l'instant, les résultats auraient plutôt tendance à montrer que les notes que les élèves prennent, par exemple au niveau du lycée ou plus tard à l'université, sont de meilleure qualité quand elles sont prises à la main que quand elles sont prises avec un logiciel de traitement de texte, pour des raisons qui ne sont pas encore bien connues, avec des résultats qui ne sont pas encore forcément tout à fait clairs. Et après, si je prends un dernier truc, qui est apprendre à écrire dans le sens apprendre à tracer des lettres et écrire les premiers mots. Donc là, on est en grande section de maternelle, on est au CP. Alors là, la supériorité du crayon sur clavier et traitement de texte est absolument indiscutable. Donc vous voyez, on a le même outil qu'on compare avec un autre outil. Pour 3 tâches différentes, on va avoir des effets du numérique qui sont vous voyez, une chose, son contraire et quelque chose entre les deux. Oui, Ange. Oui, en fait, je voulais exactement revenir à une perspective un peu plus historique pour appuyer ce que André vient de dire. Si on reprend les travaux qui me sont très chers d'Anne-Marie Chartier sur la lecture, et en septembre, elle va publier son livre sur l'écriture, qui va, je pense, être encore plus érudit, encore plus complexe que celui sur la lecture, on se rend compte rapidement du poids de la matérialité de la classe. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre les discours produits sur les interactions d'enseignement et d'apprentissage qui sont souvent binaires. Alors, est-ce qu'ils travaillent collaborativement ou tout seul? Est-ce que c'est cours magistral ou enfin voilà. Et on se rend compte que dans la classe, c'est toujours extrêmement hétérogène, extrêmement hybridé, extrêmement. Enfin, c'est le discours qui
qui rend section différenciée. Et que l'acte, il est souvent en classe beaucoup plus composite. Et donc, et c'est les enseignants qui prennent ces choix de est-ce que je vais plutôt faire ci et ça, et c'est pas rarement par théorie ou par connaissance des évaluations, c'est souvent la contrainte de situation. Et c'est en ce sens-là qu'on se rend compte que, par exemple, produire un texte, comme tu viens de donner l'exemple, effectivement, moi je l'ai testé en classe, travailler sur un logiciel que je ne nommerai pas commercial de travail collaboratif, permet un travail synchrone, rapide, une évaluation quasi simultanée et en continu de l'enseignant, qui n'était pas possible avec le papier crayon. Ce n'est guère possible parce que l'enseignant ne peut pas se fragmenter lui-même entre plusieurs élèves, ce qui n'est possible de faire. Et je dirais, alors là, pour le coup, pour tout ce qui est, est-ce que ça change quelque chose? Ça change, oui, à la matérialité de la classe. Et on ne sait pas aujourd'hui encore qu'est-ce que cela va produire comme effet à long terme? Est-ce qu'il y a des technologies, je dis technologies et pas numériques, parce que ça part du logiciel. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, le hype autour des tablettes. Ah, ça va favoriser la collaboration parce qu'ils seront plusieurs autour. Est-ce que c'est une collaboration cognitive ou c'est juste pousse-toi de là parce que c'est mon tour? Enfin voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui sera stabilisé, qu'est-ce qui va produire. Pour reprendre l'exemple de l'écriture, le passage de la plume au cahier et le crayon a produit une révolution dans l'ordre d'apprentissage des lettres, tout bêtement, parce qu'on trace plus facilement avec un crayon que plume, et donc ça a changé l'ordre des syllabes. On l'a amnésié, maintenant on produit des discours sur syllabique, global, ce sont des discours. Ce ne sont pas des choses matérielles qu'on peut documenter par des cahiers d'élèves qu'on sort dans les mairies depuis des siècles, qui disent tout autre chose, qui parlent d'hybridation, de tâtonnement, de contraintes de situation et de choses matérielles. Et je pense que ce qui serait important, c'est de revenir à la matérialité de la classe et non pas des discours produits dessus, même les discours des enseignants, parce que ce sont des discours de croyance souvent. Sortons ce qui se fait. Il faut vraiment des méthodes d'anthropologie, des méthodes historiques, de archives, et qu'on y aille pour comprendre vraiment. Philippe veut réagir, je vois. Oui, non, mais je vais enfoncer une porte ouverte. J'ai ressorti un dessin qui a eu beaucoup de succès et à mon avis à juste titre. Je vous le passe, voilà, à la manière de Magritte. Et j'ai beaucoup apprécié ce dessin parce qu'il nous rappelle quand même ce qui est un petit peu de l'ordre de l'évidence, hein. C'est-à-dire que ceci n'est pas une école, c'est que en fait apprendre, c'est un acte à la fois singulier, hein, puisque chaque individu apprend, mais aussi collectif. Hein, vous savez, des fois on utilise des mots un peu compliqués en sciences de l'éducation, on parle de socio-constructivisme. Ben là, on en a une parfaite illustration de ce que ça veut dire le socio-constructivisme. On apprend seul, mais aussi avec les autres. Et en fait, vous dites, le titre de votre webinaire, c'est apprendre avec un écran. Mais la question, c'est aussi apprendre à distance. Et donc apprendre seul. C'est aussi cette dimension-là qui est questionnée, me semble-t-il. Et donc, moi, ce qui me semble important, c'est de rappeler quand même que l'école, c'est d'abord une relation et, puisqu'on parle de l'acte d'enseigner, un accompagnement. Moi, ce qui me semble le plus important peut-être à pointer, c'est que cette période a marqué aussi l'idée que finalement, le magistral est donc en fait un terme qui est très souvent utilisé par les tenants de cette posture magistrale, la transmission, hein, est d'une certaine manière une impasse. Moi, mon boulot, c'est pas de transmettre. Mon boulot, c'est de faire apprendre et de m'assurer que les élèves apprennent. Et singulièrement, je pense que c'est plus difficile quand on est à distance, quand on est à travers un écran. Alors certes, on me dira qu'il y a notamment l'intelligence artificielle a beaucoup évolué là-dessus. Il y a des moyens de repérer les difficultés que rencontrent les élèves. L'écran peut être un formidable répétiteur, etc. Mais malgré tout, il n'empêche que ça questionne quand même le rôle de l'enseignant qui, à mon sens, ne peut plus être uniquement ce transmetteur hein, qui, vous savez, ça me fait toujours penser à cette image des scientifiques qui envoient des messages vers les étoiles hein, en direction de supposés extraterrestres. Hein, voilà, et puis on ne sait pas s'il y a une réception derrière. Moi, ce n'est pas la conception que j'ai. Et peut-être s'il faut retenir un truc positif de cette période
qu'on espère être derrière nous, espérons, c'est ça, c'est finalement, devenons vraiment des spécialistes du faire apprendre. Parce que ce que j'ai observé dans les échanges très très nombreux sur les réseaux sociaux, c'était que c'était justement cette préoccupation-là qui était présente chez les enseignants. Comment je fais pour évaluer? Comment je fais pour m'assurer qu'ils ont vraiment bien compris? Comment je m'assure que ces apprentissages sont durables? Alors, ce n'est pas des questions spécifiques à la période, c'est des questions qu'on se pose constamment, mais elles sont d'une certaine manière posées avec encore plus d'acuité. Et la non-réponse à cette question, vous allez dire que je suis obsédé par ça, mais je suis prof de sciences économiques et sociales, donc j'ai évidemment cette dimension-là en tête, c'est que évidemment derrière, il y a la question des inégalités sociales. Il y a la question du décrochage, de l'échec scolaire, d'un rapport à l'école qui peut être très distinct selon les élèves, très différent, très inégal. Et donc, se préoccuper de cette question, bah, c'est faire jouer pleinement à l'école son rôle. Voilà, c'est ça qui me semble important. Juste pour terminer, une citation de Bernard Lahire que j'avais trouvé remarquable. Bernard Lahire, qui a écrit un ouvrage, enfin qui a coordonné un ouvrage collectif qui s'appelle Enfance de classe, que je conseille à tout le monde, hein, même si c'est un très gros bouquin. Et il dit chacun est donc sans l'école, sans la classe, sans le groupe, hein, ça c'est ce qui précède la citation. Chacun est renvoyé à sa condition de classe. Il n'y a plus rien pour essayer de contrarier, de modifier les lois de la reproduction sociale. Donc l'enjeu, il est là. Voilà. Si je veux lutter contre les inégalités sociales, il faut que je parvienne à trouver des réponses à ces questions-là et à créer du commun et à me préoccuper de la manière dont les élèves apprennent véritablement. Oui, André? Peut-être pour prendre le même fait que vient d'évoquer Philippe et en proposer une autre interprétation. Donc sur les faits, 100% d'accord avec lui. On doit avoir les mêmes sources et puis de toute façon, on peut aller regarder des sources différentes, corroborent et les enquêtes qu'on a en France donnent les mêmes résultats que les enquêtes en Allemagne, que les enquêtes en Australie, que les enquêtes. Donc c'est là sur les faits. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller regarder la littérature sur l'enseignement à distance avant le confinement, puisque ça existait avant. Et cette littérature, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre d'abord, et je commence par ça pour être le plus prudent possible, c'est que l'enseignement à distance, ça marche très bien, mais pas avec les mêmes élèves qu'avec l'enseignement en présence. Autrement dit, ça s'adresse surtout à des adultes en situation d'emploi ou avec une situation familiale, machin, etc. Et ça s'adresse de façon plus ponctuelle à des enfants et à des adolescents qui sont empêchés pour des raisons de santé, pour des raisons d'éloignement géographique. Donc, ça marche très bien, l'enseignement à distance, mais avec des élèves différents de l'enseignement en présence. Mais quand on regarde qu'est-ce qui marche dans l'enseignement à distance, ben on se rend compte que ce qui marche à distance, effectivement, ce n'est pas le cours magistral. À quoi servent les outils numériques dans l'enseignement à distance? Très peu à des situations synchrones. En fait, il ne marche pas pour l'enseignement à distance, mais il ne marche pas non plus pour les travaux collaboratifs synchrones. C'est très compliqué de mettre 10 élèves en train de coopérer avec 10 ordinateurs parce que ce qui est extrêmement dégradé et que le numérique ne compense pas, c'est la communication à distance et notamment la communication non verbale à distance. Et pour se faire comprendre et pour comprendre un interlocuteur, certes, j'ai besoin d'entendre les mots qu'il prononce, mais j'ai besoin d'entendre précisément les intonations de sa voix, j'ai besoin de son regard, j'ai besoin de ses mouvements des mains et surtout, j'ai besoin que cette personne qui me parle me regarde pendant qu'elle parle. Pour que cette personne qui me parle voit mon regard, voit mes épaules qui sont en train de s'effondrer, voit que mon tonus musculaire, il n'est plus le même qu'au début du cours, etc. Et en fait, un enseignant, une enseignante, c'est quelqu'un qui est capable de parler non pas à des écrans, non pas dans le vide, non pas de faire un cours magistral comme il s'adressait à n'importe qui ou à personne, mais il est en train,
quelle que soit la situation, de parler à des humains et d'interagir avec des humains et de changer ce qu'il dit en fonction de la façon dont les humains réagissent. Je vous donne juste 2 exemples que j'adore. C'est, vous prenez un prof de maths, vous enregistrez son cours et les équations, et puis vous rejouez les équations écrites en disant au prof, ben voilà, avec la voix, tu peux refaire ton cours, juste les équations sont déjà écrites, et là vous avez 2 conditions. Le prof de maths a le droit de parler et d'utiliser ses mains, ou le prof de maths a juste le droit de parler mais plus d'utiliser ses mains. Eh bien, si vous enlevez la possibilité de bouger les mains, c'est-à-dire de synchroniser ce que vous dites et ce que vous montrez, la qualité de la compréhension, et pourtant on est sur des notions de mathématiques, est détériorée chez les élèves. Si vous prenez 4 élèves et que vous leur donnez la même tâche de résolution de problème de façon collaborative, soit les 4 dans la même pièce, soit les 4, ça c'est une thèse que j'ai dirigée, soit les 4 dans 4 pièces différentes, mais chacun avec un ordinateur, vous vous rendez compte que la qualité de la coopération est extrêmement détériorée parce qu'on ne chope pas ce petit clignement d'œil qui fait qu'on voit qu'il y en a un qui est en train de décrocher, qu'on voit qu'il y en a un qui prend du retard, etc. Donc, voilà. Pour conclure, comment et pourquoi ont été utilisés les outils numériques pour l'enseignement à distance avant le confinement? Assez peu pour les activités synchrones, beaucoup pour les activités asynchrones, parce que malgré les superbes outils que nous utilisons, la qualité de l'interaction est extrêmement dégradée, et peut-être ce que nous avons voulu faire, et là je reviens sur mon accord avec Philippe, c'est que peut-être au début du confinement, nous avons voulu transposer ce que nous faisions en classe. Nous avons, y compris des cours magistraux, nous avons voulu les refaire à l'identique en disant, est-ce que je peux refaire? Et puis après, la littérature le montre clairement, au bout de 2-3 semaines, l'immense majorité des enseignants s'est rendu compte que, non, en fait, c'est difficile de transposer, de refaire à distance. En fait, enseigner à distance, c'est enseigner autrement. Surtout pour le plaisir de ne pas être d'accord avec Philippe. Ah non, mais on est entièrement d'accord, André. C'est-à-dire que l'école d'après avec la pédagogie d'hier, ça marche pas, quoi. On est bien d'accord. Je voulais juste faire quelque chose qui est pas bien du tout, c'est-à-dire faire une petite parenthèse et un pas de côté. C'est-à-dire que les questions qu'on se pose sur l'enseignement à distance, c'est curieux, mais ça nous renvoie aussi à quelque chose qui est dans l'enseignement en présentiel, mais avec ces foutus masques. Moi, j'avais écrit un article pour l'équipe pédagogique qui s'appelait « Les masques vont-ils étouffer la pédagogie ?» Et je pense que c'est une vraie question qui mériterait aussi d'être posée, parce que on sait bien que quand André parlait du langage non verbal, etc., voilà, moi, j'ai beaucoup moins la perception, même si j'en ai la coiffure, je ne suis pas que télépathe comme le professeur Xavier dans les X-Men, et donc je ne sais pas ce que les élèves retiennent ou pas, quoi, et donc avec un masque, je vais vous dire, c'est encore plus difficile. Moi, j'avais chaque année une sorte d'élève témoin, je ne lui disais jamais, qui était l'élève où je voyais quand il fronçait les yeux, quand il faisait telle mimique, qu'il avait compris ou pas. Là, c'était beaucoup plus difficile. Voilà, je referme ma parenthèse, c'est pas bien de parler d'un autre sujet, mais enfin quand même. Voilà. Bon, dans le thème de la gestuelle, en tout cas, et complètement. Et c'est d'autant plus vrai, ou pareil, mais pour les plus petits, qui ont vraiment besoin aussi, à maternelle ou en élémentaire, de voir l'enseignant, c'est-à-dire la gestuelle aussi de l'enseignant, et ce qu'il va prononcer, ce qu'il va dire, et ce que vont ressentir les enfants. Ça, c'est d'autant plus vrai. On peut justement, dans cette continuité, passer au dernier thème. Mais même si on en a un petit peu parlé, c'est peut-on former à distance, peut-on former alors à distance, pardon, je reprends ma diapositive. Peut-on former à l'enseignement à distance, pardon, ça y est, je reprends ma diapositive. Alors on l'a plus ou moins abordé. Anne, peut-être Ange, pardon, dans votre expérience, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la formation justement pour l'enseignement à distance? Alors, il y a eu, comme les exemples que venait de donner André tout à l'heure, sur des cas d'enseignement à distance dans le passé pour des contraintes de sanitaire ou de
je pense à l'enseignement par la radio dans les lieux isolés en Australie. Je pense que c'est ce à quoi faisait André. Donc, il y a eu toujours des distances. Oui, on peut former à distance, mais ça dépend qui et pourquoi. Est-ce que c'est un public d'adultes qui fait une formation continue dans le cas scolaire qui nous intéresse? On peut donner des outils, on peut expliquer, mais en tout cas, là où je connais le mieux, c'est les enseignants du premier degré. Ils n'ont jamais pratiqué l'enseignement à distance à 100% et très, très peu. Ça a toujours dit des pratiques hybridées, composites, de coups de fil, de photocopies à venir récupérer, de petites visios, et même les exemples à l'international rejoignent ça. C'est pas que parce que nous, on a eu finalement que quelques semaines pour les petits de vraiment enseignement à distance l'année dernière en 2020, alors que dans l'écrasante majorité des pays, certains gamins sont restés 30, 40 semaines sans revoir l'enseignant. Et ça a été toujours ce composite. Et ça n'a jamais été pour les petites classes à 100% où ils sont devant la visio comme nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on peut former les enseignants? Oui, comme on peut les former à plein de choses. On peut les former à enseigner la lecture, l'écriture, à utiliser l'enseignement à distance. Quels sont les effets retard de cette formation? Je ne sais pas à quoi les former, à enseigner autrement, mais que faire autrement à distance? C'est plutôt que enseigner à distance, c'est que faire autrement face à un écran, comment s'assurer de la réception, comment j'évalue, quand on dit former à enseigner à distance, ce que nous on s'est rendu compte, en tout cas dans l'expérience aventurier, c'est toutes les initiatives de terrain, c'est-à-dire que les collègues qui se sont concertés entre eux au niveau d'un établissement, école élémentaire, et c'est ce qui a été un bon prédicateur. Est-ce que le directeur, la mairie a joué le jeu? Il y a plein de choses qui se sont passées, qui ne sont pas juste de l'ordre de former l'enseignant. Beaucoup, ça s'est joué au niveau des équipes. En tout cas, de nos observations. La deuxième chose, peut-on former à l'enseignement à distance? Je pense que c'est une question qui est devenue un peu obsolète. Je vais sortir du cadre complètement comme toi, Philippe, tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a quelque chose que la pandémie a mis en tout cas pour les petits, c'est que l'unité de lieu et de temps de l'école, tout le monde s'est rendu compte que c'est hyper important, non seulement pour la dimension sociale, comme tu disais, tricot des apprentissages et toutes ces 1001 petits signaux verbaux ou non verbaux corporels, mais parce qu'on s'est rendu compte que c'est une institution sociale dont on a besoin pour que les familles fonctionnent, pour que l'école fonctionne, pour que les gamins fonctionnent. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose. Il y a même un peu fin des mythes des tiers-lieux, des tiers-temps, de délégation. Il y a un retour vers ah oui, cette unité de temps et de lieu, en fait, c'est vachement bien. On l'a oublié et c'est très très bien. C'est efficace. C'est efficace scolairement, c'est efficace socialement, c'est efficace économiquement. Il ne faut pas avoir peur. Ça marche bien, en fait. Et je doute qu'il y ait une appétence de la part des enseignants pour être formés à enseigner à distance, sauf pour des petites choses, mais pas que ça devienne une modalité. Donc c'est en ce sens-là que je pense, quelque part, c'est une question obsolète. D'ailleurs, Jean-François Césarizier, comme on disait au début, dans son enquête, a montré que les enfants n'étaient pas demandeurs. Ils n'étaient même pas du tout demandeurs de cela. Comme la DEP aussi le dit, les enfants étaient majoritairement, et même les jeunes adolescents, en demande de retour à la classe. Oui, tout à fait. Philippe, vous voulez rebondir sur ce que dit Ange? Oui, alors, moi je suis donc professeur en temps partagé, donc à la fois en lycée et à l'INSPE. Je crois qu'il faut distinguer deux types de formation, la formation initiale et la formation continue. Sur la formation initiale, moi l'an dernier, je dois dire que bon, malheureusement, elle s'est arrêtée en présentiel puisque tout l'universitaire, et André Tricot peut en témoigner, s'est retrouvé à distance pendant un temps très très long, et ça a été vraiment dommageable. Mais il est clair que parmi les formations que j'avais faites auparavant, les 2 séances que j'avais consacrées aux outils numériques ont été évidemment fortement appréciées par mes stagiaires. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas ça le plus important. Parce que finalement, la période qu'on a traversée nous prouve que la prise en main de ces outils numériques, qui sont quand même relativement conviviaux, relativement souples, elle n'est pas si complexe que ça, finalement. Savoir utiliser l'ENT, une plateforme, etc. Bon, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce n'est pas ça qui est le plus problématique. En revanche, peut-être réfléchir à ce qu'on appelle maintenant dans le jargon la scénarisation des cours. Ça me semble beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire savoir justement combiner différentes phases, arriver à avoir des moments différents, à la fois de travail collectif, de travail individuel, des évaluations formatives, etc., en utilisant différents outils. Ça,
c'est quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent. Comment évaluer également à distance, comment faire collaborer les élèves. Là-dessus, il y a peut-être un vrai travail, un vrai outillage à donner aux enseignants dès le début. Et puis, il y a la formation continue. Et la formation continue, eh ben, il y a deux manières de la concevoir. La mauvaise, hein, c'est comme le cholestérol, la mauvaise et la bonne. La mauvaise, c'est quoi? C'est ce que malheureusement la technostructure de l'éducation nationale a reproduit, c'est-à-dire verticale. Voilà, on va vous apprendre. Nous, on sait et on va vous apprendre. Ça, plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est vraiment la négation même de ce qu'on a vécu durant cette période. Moi, je fais le pari qu'il va être difficile pour la technostructure de l'éducation nationale de continuer à pratiquer ainsi après cette période où on a quand même vu que on pouvait se débrouiller sans la bureaucratie, sans ces cadres intermédiaires qui étaient d'ailleurs souvent pas vraiment très présents. Et excusez pour ce passage un peu polémique, hein, mais je tenais quand même à le souligner. Et donc, en fait, la bonne formation continue, c'est quoi? C'est celle qui a commencé sur les réseaux sociaux et qui a manqué dans le présentiel, les moments de présentiel où on aurait pu anticiper le repassage au distanciel. C'est la coordination, c'est la mutualisation des pratiques, c'est l'échange entre des enseignants qui, bon gré mal gré, sont devenus sinon des experts, du moins ont une pratique qui leur a permis quand même de réfléchir un petit peu à tout cela. Et on le voit bien, hein, de fait, les gens, ils ont abandonné un certain nombre de choses, ils en ont essayé d'autres. Par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'hybride synchrone, le fait de faire cours en même temps une partie de la classe en présentiel et une autre à distance. Ça, très vite, les gens l'ont abandonné parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas vraiment pertinent et que ça ne marchait pas. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a pu peut-être, on pourrait mutualiser. Et ça, c'est dans une vraie formation initiale qui soit une formation basée sur la mutualisation et sur une certaine horizontalité, bien loin de la verticalité trop présente dans le monde merveilleux de l'éducation nationale. Les choses évoluent, effectivement. André, une réaction à ce que dit Philippe? Et ce que je trouve, c'est que la période que nous venons de voir, par rapport à ce que nous savions sur l'enseignement à distance et sur les dizaines et des dizaines d'années d'existence de l'enseignement à distance, et encore on est en France, c'est pas grand-chose l'enseignement à distance en France, mais imaginez bien qu'au Canada, pour parler d'un pays francophone ou en Australie, pour parler d'un pays que je connais bien, l'enseignement à distance est beaucoup plus présent. Ce que je trouve, pour ma part, c'est qu'on a préféré essayer de répondre de façon technique en disant quels outils vont me permettre de faire ceci ou cela, plutôt qu'en termes de connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait sur l'enseignement à distance qui fonctionne pas, sous quelles conditions telle tâche proposée à des élèves fonctionne à distance et ne fonctionne pas à distance. Et c'est un truc qui vraiment m'a marqué, qui est de dire quand on conçoit une formation d'enseignant, en formation initiale ou en formation continue, il y a bien l'idée de dire, voilà, sur le problème qui est posé, est-ce qu'on dispose de connaissances? Et ces connaissances-là, donc il y a des domaines où on ne dispose pas de connaissances, on ne sait pas, donc il va falloir créer des nouvelles solutions, des nouvelles connaissances. Et il y a des domaines dans lesquels l'expérience humaine, hein, notamment quand elle implique des centaines de milliers de personnes pendant des dizaines d'années, elle permet de générer des connaissances. Et je trouve que c'est vraiment un domaine dans lequel nous devons progresser. C'est accumuler des connaissances sur l'enseignement, notamment l'enseignement à distance, et essayer de se mettre d'accord sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas à propos de l'enseignement et de l'enseignement à distance. Et je crois que le confinement que nous venons de vivre a montré, voilà, à quel point moi j'ai été impressionné par mes collègues de la TELUC, la Télé-Université de Québec, qui dès le premier jour du confinement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à disposition des connaissances et des méthodes.
tout de suite. Ils ont dit, vous qui n'avez jamais enseigné à distance, voilà les connaissances qu'on peut, alors désolé pour Philippe, vous transmettre, hein, là c'était juste du texte écrit, c'était voilà, qu'on peut, voilà, on vous dise, voilà, ça marche pas, ça marche pas, ça a tendance à marcher sous telles conditions. Et je trouve cette idée de partage de connaissances avec des gens qui, voilà, des gens de la TELUC, bon, il se trouve qu'il y a une génération à la TELUC là, qui sont plus exactement des gens qui sont dans la vingtaine, pour prendre un euphémisme, et qui, voilà, et qui ont énormément de connaissances à partager. J'ai été vraiment très admiratif de ce travail tout de suite de partage de connaissances. Je vois que Ange et Philippe veulent réagir. Alors, Oui, Ange, peut-être d'abord. Merci André. Effectivement, le partage des connaissances, parce que l'horizontalité entre enseignants aussi, il faut qu'elle soit nourrie des travaux scientifiques, et c'est ce qu'on fait exactement avec Saventurier École de la Recherche. C'est vraiment être aux interfaces, aux intersections qu'il y a entre la production des connaissances et son opérationnalisation. Et là où ça coince, André, là je serais un peu en désaccord, c'est pas parce qu'on sait qu'on va opérationnaliser ou qu'on va créer un scénario pédagogique pertinent. Et en général, les enseignants ont tendance à plus faire confiance au savoir professionnel. Un tel à partager sur les réseaux sociaux, ça marche dans sa classe, donc ça va marcher dans la mienne, où je vais m'en inspirer. Et c'est parfois, on fait beaucoup de détours, des effets Christophe Colomb, entre... ils font... Je suis enseignante et je sais que je ferai ma toutouille si demain je revenais en classe. Donc, c'est là où c'est la limite entre ce que j'absorbe des collègues, ce que je vais lire en ligne, ce que je vais... Donc, comment faire pour cette toutouille personnelle, et ça sera toujours le cas. Et historiquement, les enseignants ont toujours fait des composites et on ne pourra rien. Il faut peut-être plutôt en tenir compte de cette tendance collective c'est un trait du métier, c'est un trait de la profession et on ne peut pas l'abandonner. Et là où je veux dire, voilà, il y a eu cette expérience. Peut-être qu'elle ne se reproduira pas à si grande échelle, peut-être oui, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et l'intérêt, c'est qu'on s'est vus collectivement tous en train de se poser des questions. Est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Et en vrai, quand il fait son exercice, qu'est-ce qui se passe? Et ce serait super intéressant si on pouvait collectivement, en tant que praticien, garder cette capacité de questionnement et l'oublier le distanciel et la ramener en classe. Dire quel feedback je vais donner à l'élève? Comment je vais bien l'observer? Comment je vais savoir qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il n'a pas appris, comment il échange avec ses parents, avec ses collègues de classe, comment il utilise son manuel, comment il tourne la page, enfin voilà. Et c'est cette capacité. Donc voilà, on est sorti, on a émergé des questionnements et c'est des méthodes pour répondre à ces questions. Comment j'utilise les connaissances, comment j'utilise les savoirs professionnels, ce que j'ai lu, le partage horizontal, quelles sont ses limites, quels sont ses avantages. Oui, l'institution, elle est verticale. Oui, c'est parfois contraignant, mais c'est bien, c'est démocratique, il y a des programmes, il y a des gens qui ont voté pour, je suis d'accord. Je ne vais pas jouer électron libre de mon côté. Les électrons libres, ça a son intérêt et ses petits dangers aussi. Donc voilà, cette capacité de questionnement collective, comment la rendre opérationnelle, robuste, à la fois professionnellement et robuste scientifiquement. Je n'ai pas de solution. Nous, avec les ceintures, on promeut, on expérimente tout ce qui relève de ce collaboratoire, de ces laboratoires éphémères, où on réunit enseignants et on sait que c'est lent et long, et on n'y pourra rien. C'est lent et long pour faire évoluer des pratiques et transformer des connaissances et des questions en pratiques efficaces et robustes. Alors, on est limité dans le temps. Je sais que Philippe voulait vraiment réagir. Je sais qu'André doit nous quitter aussi. Alors, rapidement, Philippe, et comme ça, on fait le mot de la fin pour que André puisse le mot rapide. L'opposition que cherche à construire André est évidemment factice parce que bon, on sait bien que ce que ça veut dire, quoi. Notre raisonnement, c'est de combiner à la fois les savoirs d'expérience et justement les travaux de la recherche. Ange citait les Saventuriers. Moi, j'ai envie de m'appuyer sur deux exemples. D'abord, ce que vous faites à la CEDRAP, c'est justement de rassembler des gens qui sont à la fois des praticiens, moi je ne suis pas un chercheur, et des vrais grands chercheurs comme André, et parler aussi, par exemple, des cahiers pédagogiques. Hein. On a invité plusieurs fois André et Ange, d'ailleurs, dans nos réunions. Et justement, quand on publie des choses comme ça, vous voyez, il y a quand même un peu de pub. C'est quoi? C'est à la fois des écrits professionnels de gens qui réfléchissent sur leur pratique et en même temps des travaux de chercheurs qui
ont justement le talent pour vulgariser, et c'est ça qui fait notre métier. Voilà, moi j'ai changé un peu ma réflexion sur le métier d'enseignant en lisant André Tricot. Au début, j'étais sur une position, nous sommes des bricoleurs, un peu comme disait Ange. Maintenant, je pense que nous sommes effectivement des ingénieurs et qu'il faut nous appuyer sur les travaux de la science, mais ces travaux de la science, ils doivent être pris par des gens qui se considèrent eux-mêmes comme des experts de leur discipline et pas comme des exécutants tayloriens à qui on dicterait des bonnes pratiques. Voilà ce que je voulais rajouter rapidement. Le thème est très large. André, le mot de la fin, comme ça on vous laisse partir. Et puis je clôturerai comme c'est que vous êtes pressé. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, c'est juste, il faut vraiment que je vous quitte. Et juste, merci infiniment d'avoir participé en tout cas sur ce thème passionnant. Merci à Ange et Philippe, notamment pour le contraste entre vos deux dernières interventions qui est hyper intéressant et qui, je pense, est vraiment quelque chose à travailler. Merci beaucoup et je suis désolé de partir comme un voleur. Au revoir. À bientôt, au revoir. Donc c'est vrai que je crois que c'est un thème, on ne peut pas clôturer un thème comme celui-là parce qu'il est actuel, donc il sera là encore demain et les interrogations seront toujours là. Moi, j'ai pris 2-3 notes comme ça sur ce qui a été dit. Une chose est sûre, c'est que finalement, tout ce qui est numérique, c'est avant tout un support. Il faut savoir l'utiliser. Ce support, c'est un support de plus pour la pédagogie, c'est un support de plus pour la communication. Mais ce qui est sûr, et j'ai bien retenu votre image, Philippe, c'est que ceci n'est pas une école, donc c'est un support uniquement. Il y a des choses à adapter sur la formation. Voilà, exactement, c'est une très belle image, je crois qu'il faut qu'on la montre. C'est voilà, un support comme peut l'être le livre, le manuel, un CD, de l'audio, etc. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'avec l'exemple que vous avez donné, André, tout à l'heure, en parlant de la gestuelle, on se rend compte que le professeur, l'enseignant, c'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, quand il a tous le violoniste, le pianiste, etc., il est là pour voir justement et donner le rythme. Et ce professeur de mathématiques est un chef d'orchestre par sa gestuelle aussi. S'il n'accompagne pas son équation dans le dos, les musiciens ne vont pas comprendre, ne vont pas pouvoir jouer la partition. Donc voilà, l'enseignant et en même temps l'un a besoin de l'autre, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a tellement de choses qui ont été dites, en tout cas qui ont été abordées. Je crois qu'on pourrait refaire une émission comme ça et il y aurait plein de choses. Moi, j'avais une interrogation, on n'a pas répondu, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ça. C'est est-ce que quand on fait un enseignement à distance dans le numérique justement ou via les différentes plateformes, est-ce que le rythme scolaire correspond à celui qui est en présentiel? Est-ce que l'heure de cours peut se faire de la même manière? Est-ce que voilà, ce temps-là n'est-il pas à revoir? Mais c'est voilà, de la même manière que c'est un support. Donc voilà des interrogations et je crois que tout ça évolue très vite. La formation des enseignants va prendre tout ça en compte. Et voilà. En tout cas, merci infiniment à Ange, Philippe et André pour ce rendez-vous. N'hésitez pas voilà, à voir tous les débats qui sont sur notre site. On a des personnalités de grande qualité, comme vous pouvez voir aujourd'hui, qui sont là pour partager leurs connaissances, leur expérience et puis nous donner à nouveau des interrogations. Et voilà, donc c'est vrai que de la même manière, vous parliez de vos supports, c'est vrai qu'on essaie de participer à la vie éducative par ces émissions. Merci à vous deux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.